Profitez de ce moment pour abonnez-vous à la chaîne et découvrez d'autres récits véridiques, mystérieux et profonds comme celui-ci. Laissez également un commentaire disant « D'où regardez-vous ?» Votre ville ou votre pays contribue à montrer l'ampleur de la portée de ces histoires et renforce cette communauté qui cherche à aller au-delà des apparences. Votre présence ici fait toute la différence. La brume matinale enveloppait les champs comme un voile ancestral lorsque la voiture noire franchit les grilles de fer du domaine de Montclair. Les engrenages grinçaient sous le poids des années, comme pour protester contre une nouvelle présence humaine. Le manoir se dressait, immense et silencieux, ses murs de pierre grise ornés de lierre sec et ses hautes fenêtres ne reflétant que l'obscurité. Claire Moreau sortit de la voiture sans se retourner. Ses talons s'enfoncèrent dans le gravier humide et le bruit résonna dans la cour déserte. Le chauffeur ne lui demanda pas si elle avait besoin d'aide avec ses bagages. Il savait qu'il ne devait pas poser de questions. Personne ne posait de questions sur cette maison. L'héritage était arrivé brutalement. Une enveloppe scellée, une signature reconnaissable, quelques lignes froides. Son père, Henri Moreau, était mort. Et avec lui venait la pleine propriété du manoir de Montclair, un endroit que Claire n'avait pas revu depuis son enfance, un endroit dont sa famille évitait toujours de parler. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle n'atteigne l'escalier. Madame Lefebvre, la gouvernante, se tenait là, raide comme un piquet, les mains jointes, le regard bien trop sévère pour quelqu'un qui accueillait le nouveau propriétaire. « La jeune femme est arrivée », dit-il simplement. Pas de câlin, pas de condoléances. Juste une observation. L'intérieur du manoir exhalait une odeur de vieux bois, de cire à parquet et d'autres choses encore. Une odeur subtile, métallique, presque imperceptible. Claire traversa le hall principal où un lustre en cristal pendait tel une araignée figée. Ses pas résonnaient trop fort, comme si la maison était restée vide pendant longtemps. Henri Moreau était un homme réservé. Un homme d'affaires respecté à Paris, connu pour sa fortune et sa discrétion. Mais à Montclair, il était tout autre. Ici, son nom n'était jamais prononcé par les habitants du village voisin. On interdisait aux enfants de s'approcher du portail, et les touristes ne trouvaient jamais la propriété sur les cartes officielles. Claire se souvenait vaguement des nuits de son enfance, où elle se réveillait au son de bruits de pas dans le couloir, des portes qui se fermaient toutes seules, sa mère qui pleurait en silence, derrière une porte verrouillée. Mais chaque fois qu'elle posait la question, elle obtenait toujours la même réponse. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de savoir. À présent, devenue adulte, elle allait replonger dans ce passé enfoui. Madame Lefebvre conduisit Claire au bureau d'Henri. La pièce était restée exactement comme elle l'avait vue la dernière fois. Des étagères chargées de livres de droit, de vieilles cartes de la région, un coffre-fort encastré dans le mur et sur le bureau, un seul objet qui détonnait, une petite cloche en bronze, usée par le temps. « Votre père a demandé qu'on vous remette cet objet, » dit la gouvernante. « Il a dit que vous comprendriez le moment venu. » Claire sonna. Le métal était froid, comme s'il avait été conservé dans de la glace. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Madame Lefebvre détourna le regard. « Une mesure de sécurité, » répondit-il. « N'y touchez jamais après le coucher du soleil. » La réponse n'était pas suffisante. Rien ne semblait suffisant. À la tombée de la nuit, le manoir sombra dans un silence absolu. Pas un souffle de vent, pas un chant de grillons, pas le ululement lointain des hiboux. Juste le calme plat. Claire tenta de dormir, mais le matelas semblait vibrer légèrement sous son poids. Soudain, elle l'entendit, un bruit métallique lointain venant du rez-de-chaussée, permettre, comme une cloche que l'on sonne. Elle se leva, ouvrit la porte de sa chambre et scruta le couloir obscur. Le bruit ne se répéta pas, mais le frisson qui lui parcourut les jambes lui indiqua que quelqu'un ou quelque chose venait de se réveiller dans la maison. Au bout du couloir, une porte qui était toujours restée fermée pendant mon enfance était maintenant entr'ouverte. La porte de l'ancienne chambre de sa mère. Claire prit une profonde inspiration et fit le premier pas vers le passé que sa famille avait tout sacrifié pour cacher. Le matin arriva sans soleil. Une lumière grise filtrait à travers les lourds rideaux de la chambre de Claire.
projetant de longues ombres qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. Elle s'éveilla avec l'impression de n'avoir pas dormi, comme si elle n'avait fermé les yeux que quelques secondes. La clochette de bronze reposait sur la table de chevet, là où elle l'avait laissée la veille. Elle ne se souvenait pas de l'y avoir mise. En sortant dans le couloir, elle trouva Madame Lefebvre qui l'attendait, comme si elle savait déjà que Claire se réveillerait à ce moment précis. « Le café est servi », annonça-t-il sans émotion. La salle à manger était bien trop grande pour 2 personnes. Une longue table trônait au centre, avec suffisamment de chaises pour une famille nombreuse. Pourtant, seuls 2 couverts étaient dressés. Les autres restaient recouverts de draps blancs, tels des fantômes immobiles. Tout en mangeant, Claire observait les détails de la pièce, de vieux portraits au mur, tous de la famille Moreau. Des hommes et des femmes à l'air grave, vêtus de costumes d'époques différentes. Curieusement, sur plusieurs tableaux, des figures avaient été effacées. Il ne restait que des silhouettes estompées, comme si quelqu'un avait disparu. « Et qui sont-ils » demanda Claire en désignant les tableaux mutilés. Madame Lefebvre mit quelques secondes avant de répondre. « Ceux qu'il ne faut pas commémorer. » La réponse était trop simple, trop définitive. Claire comprit qu'il serait inutile de faire pression sur la gouvernante à ce stade. Après son café, il décida d'explorer la propriété. Le manoir était un labyrinthe de couloirs, certains débouchant sur des portes qui grinçaient sous son toucher. Dans l'un d'eux, il découvrit l'ancien salon de musique. Un piano poussiéreux trônait au centre. Dessus, une boîte en bois verrouillée. Le couvercle portait des marques d'ongles, comme si quelqu'un avait tenté de l'ouvrir de force. Lorsqu'il a tenté de soulever la boîte, il s'est aperçu qu'elle était attachée au piano par une chaîne en fer. Le sentiment d'être observé s'intensifia. Dans le jardin extérieur, le vent se fit enfin entendre, faisant onduler les arbres centenaires qui entouraient la propriété tels de gardiens fatigués. Au loin, par-delà les murs de pierre, se dessinait le village de Saint-Armand. Claire décida d'aller s'y promener. Les habitants la regardèrent en silence, réalisant qui elle était. Certains firent le signe de croix, d'autres fermèrent à leur porte. Une femme âgée laissa tomber son sac de course en la voyant. Claire entra dans un petit café. Le serveur, un homme de petite taille avec une moustache grise, lui servit de l'eau sans qu'elle ait à le demander. « Tu es la fille d'Henri », dit-il. Ce n'était pas une question, sûr. L'homme se pencha plus près en baissant la voix. « Ne passez pas la nuit dans cette maison. Aucun membre de la famille Moreau n'a survécu à une nuit passée là-bas. » Ce qui s'est passé? Il hésita, comme s'il pesait le risque de continuer à parler. Il y a de nombreuses années, un enfant a disparu du manoir. Après cela, sa famille a cessé de venir au village. L'affaire s'est estompée, mais la maison n'a jamais oublié. Avant que Claire ne puisse poser d'autres questions, Madame Lefebvre apparut à la porte du café. « Vous ne devriez pas parler aux habitants, » dit-il fermement. « Rentrez immédiatement. » Le trajet du retour se fit en silence. Le portail du manoir se referma derrière eux avec un claquement métallique, lourd et net. En fin d'après-midi, Claire décida de fouiller dans le bureau de son père. Elle ouvrit des tiroirs et y trouva de vieilles lettres, des documents juridiques, des actes d'achat de terrains voisins. Parmi des papiers jaunis, elle découvrit une photographie. C'était une fillette d'environ 7 ans. Cheveux bruns, yeux clairs, elle se tenait devant le manoir, souriante. Au dos de la photo, une phrase écrite à la main, « Élodie, 1998 ». Claire ne connaissait pas cet enfant. Elle n'avait jamais entendu parler d'elle. Un frisson lui parcourut l'échine. À ce moment précis, la cloche de bronze posée sur la table vibra d'elle-même, émettant un son doux, presque délicat. « Permettre ». Et au loin, venant de l'intérieur du manoir, une porte claqua. La nuit tomba trop vite. Claire ne remarqua pas le coucher du soleil. Elle ne s'en aperçut que lorsque les fenêtres passèrent du gris au noir absolu. Le manoir semblait dévorer la faible lumière restante, comme s'il en avait une faim insatiable. Madame Lefebvre n'était pas venue dîner, sans prévenir, sans un mot. Claire traversa les couloirs déserts jusqu'à la cuisine, où elle trouva un plateau froid posé sur la table. Le silence était si pesant que ses propres mouvements lui semblaient déplacés.
Elle décida de dîner seule dans la salle à manger. La longue table, dont les couverts étaient recouverts de nappes blanches, semblait attendre des invités invisibles. Le cliquetis des couverts contre les assiettes était assourdissant. Puis, sans prévenir, une des chaises à côté d'elle glissa lentement en arrière. Claire se figea. La chaise s'est arrêtée toute seule. Elle se leva, le cœur battant la chamade, et quitta la pièce sans se retourner. Dans le couloir, la clochette de bronze qu'elle avait dans sa poche se réchauffa soudain, comme si elle avait été exposée au soleil. Elle la sortit et sentit le métal pulser doucement dans sa main. Le son était inaudible, mais elle sentait la vibration dans ses doigts. Quelque chose dans la maison a réagi à cet objet. Il décida de chercher Madame Lefebvre. Il se rendit à la chambre de la gouvernante, au rez-de-chaussée. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il tourna la poignée. La porte n'était pas verrouillée. La chambre était vide. Le lit était fait, les vêtements rangés dans l'armoire, une tasse de thé encore chaude sur la table. Mais il n'y avait aucune trace de la femme. Claire retourna dans le couloir, s'efforçant de garder son calme. C'est alors qu'elle entendit des pas à l'étage. Lents, légers, comme ceux d'un enfant pieds nus. Elle monta les escaliers, marche après marche. La rampe était glacée. En haut, le couloir des enfants, celui-là même qu'elle avait emprunté enfant, celui-là même où, des années auparavant, elle avait entendu des bruits de pas la nuit. La porte de l'ancienne chambre de sa mère était encore entr'ouverte. Claire s'approcha. La cloche sonna plus fort. Il poussa la porte. La chambre était intacte. Un lit à baldaquin, des rideaux de dentelle, une coiffeuse recouverte de flacons de parfum vides. Au centre de la pièce, une poupée de porcelaine était assise par terre, fixant la porte. Claire ne se souvenait pas de cette poupée. Il se baissa pour le ramasser. Dès qu'il toucha l'objet, un souvenir lui revint en mémoire. Rapidement, involontairement, sa mère hurle. Son père lui serre le bras. Une fillette pleure derrière une porte close. Une cloche sonne sans cesse. Claire a laissé tomber la poupée. Le son résonna dans la pièce. Et puis la voix se fit entendre, court, puérile, venant de l'intérieur du placard. « Vous êtes de retour ?» Claire recula en tremblant. Le placard était fermé, pas un craquement, mais la voix persistait. « Ils ont menti. Ils me l'ont caché. » La cloche qu'il tenait à la main était maintenant en feu. Claire sortit en courant de la pièce et claqua la porte. Se tournant vers le couloir, elle aperçut Madame Lefebvre au bout, immobile, le regard absent. « N'ouvrez plus cette porte, » dit la gouvernante. Sa voix était dénuée de chaleur humaine. Elle sonnait vide. « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de réveiller. Où étais-tu » cria Claire. Madame Lefebvre ne répondit pas. Elle se contenta de se retourner et de descendre lentement l'escalier, disparaissant dans l'obscurité. Claire resta là, le souffle court. Elle sentait que chaque pas qu'elle faisait dans cette maison la rapprochait d'une vérité que sa famille avait enfouie des décennies auparavant. Et maintenant, quelque chose en elle savait qu'elle était prête à écouter. Claire passa le reste de la nuit éveillée, assise sur le lit, la lumière allumée. Elle n'entendit plus aucun pas. Elle n'entendit plus aucune voix, mais la certitude de ne pas être seule ne la quitta jamais. Au lever du jour, il décida qu'il lui fallait des réponses à l'extérieur du manoir. Elle sortit la vieille voiture de son père du garage. Elle semblait à peine avoir servi, mais elle roulait. Elle se rendit à la mairie de Saint-Armand. Le bâtiment était petit, rempli de dossiers poussiéreux, et les employés la regardaient avec méfiance. « Je recherche d'anciens documents concernant la famille Moreau », a-t-elle déclaré à l'archiviste. L'homme ajusta ses lunettes, se sentant mal à l'aise. Ces documents ne sont pas accessibles au public. « Je suis le propriétaire du manoir de Montclair. » L'archiviste soupira, comme résigné à son sort. Il se dirigea vers une pièce adjacente et revint avec une boîte en carton. « Prends-le, dit-il, mais sache que personne n'aime s'y frotter. » Dans la boîte se trouvaient des certificats de naissance, des certificats de décès, des actes de mariage. Claire passa ses doigts sur les papiers jusqu'à ce qu'elle trouve un nom inconnu. Élodie Moreau. Date de naissance, 1991. Aucun décès n'a été enregistré. Aucun autre enregistrement. Un enfant qui existe officiellement.
et qui est officiellement porté disparu. En dernière page, un rapport de police classé. Enquête close faute de preuves. Famille coopérative. Affaire non résolue. La dernière phrase était écrite à la main, avec une encre différente. N'enquêtez pas sur mon Claire. Claire referma la boîte. Le silence qui régnait dans les archives semblait plus lourd encore que celui du manoir. En sortant de la mairie, elle croisa la vieille dame qui avait laissé tomber ses courses la veille. La femme s'approcha lentement. « Vous avez vu la fille ?» dit-il sans embâge. « Quelle fille ?»« Celle qui pleurait dans la maison. On l'a tous entendue pendant des années, jusqu'à ce que ça cesse. Son père a payé pour qu'on oublie, mais la maison, elle, n'a pas oublié. » Claire déglutit difficilement. Que lui est-il arrivé? La dame fit le signe de croix. Sa mère l'a amenée. Ils ont dit que c'était une parente éloignée. Puis, les portes se sont fermées. Des médecins sont entrés. Des cris. Et puis le silence. Toujours le silence après. La conversation fut interrompue par un coup de klaxon. La voiture de Madame Lefebvre attendait à proximité. De retour au manoir, Claire trouva la gouvernante en train de nettoyer le couloir, comme si de rien n'était la nuit précédente. « Qui est Élodie ?» demanda Claire. Madame Lefebvre s'arrêta. Le linge qu'elle tenait à la main trembla légèrement. « Un enfant malade, a-t-il dit. Son père a fait ce qu'il fallait. » Est-elle morte? Madame Lefebvre regarda Claire droit dans les yeux. Certains destins sont pires que la mort. Avant que Claire puisse répondre, la clochette de bronze dans sa poche sonna toute seule. « Père maître ». Le son résonna dans toute la maison. Toutes les portes du couloir claquèrent violemment en même temps. Et au bout du couloir, la porte de la pièce interdite s'ouvrit d'elle-même, en grinçant, invitant Claire à entrer. Le temps pressait. La vérité exigeait d'être révélée. Claire resta immobile devant la porte ouverte. Le couloir était froid, plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Son souffle formait de petits nuages blancs. La clochette qu'elle tenait à la main vibrait sans cesse, comme un cœur métallique désespéré. Elle entra. La chambre de sa mère embaumait la lavande fanée et la poussière. La poupée de porcelaine était toujours posée sur le sol, mais elle lui tournait le dos, comme si elle refusait de la regarder. La porte du placard était entr'ouverte. Un léger son parvint de l'intérieur. Respiration. Claire s'avança lentement et ouvrit la porte du placard. À l'intérieur, pas de vêtements, pas de carton, juste des murs griffés par des ongles. Au centre, un petit matelas taché, une chaîne rouillée accrochée au mur et un cahier d'enfant ouvert sur l'oreiller. Claire prit le carnet. Les pages étaient remplies de lettres irrégulières. Ils disent que je suis malade. Mais moi, non. Maman pleure. Papa dit que je ne peux pas sortir. La cloche sonne. Quand il joue, j'ai la tête qui tourne. Je veux partir. Je veux voir le soleil. La dernière page disait simplement « Ils vont me faire dormir ce soir ». Claire referma soigneusement le carnet, comme si elle tenait quelque chose de vivant. La température de la pièce chuta encore. Le miroir de la coiffeuse s'embua tout seul. Puis, une silhouette émergea de la buée. Une fille. Cheveux foncés, yeux clairs. Le même visage que sur la photo, Élodie. Elle ne ressemblait pas à un fantôme ordinaire. Il n'y avait ni transparence, ni lueur surnaturelle. Elle ressemblait à une vraie enfant, juste très pâle, très triste. « Tu l'as lu, dit Élodie. Sa voix résonna dans la tête de Claire. « Maintenant, tu sais. » Claire essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Ils m'ont caché, ils disaient que j'étais une honte, ils disaient que personne ne devait me voir. Ton père a fait venir des médecins, ils ont sonné la cloche. Ils disaient que c'était pour me calmer, mais ça m'a rendue folle. J'ai hurlé. Ils ont fermé les portes. Le village a cessé d'écouter, et puis, plus personne n'est venu. Une larme coula sur la joue de la jeune fille. Je ne suis pas mort, je suis resté, piégé, seul, à attendre que quelqu'un m'entende. La cloche de bronze émit un long son lugubre. T-L-L-L. Les murs de la pièce tremblèrent. Des tableaux tombèrent dans le couloir. Un vent invisible balaya toute la maison. Claire tomba à genoux. « Que me voulez-vous » parvint-elle finalement à dire. Élodie s'approcha et lui toucha le visage. Sa main était froide, mais ferme.
Faites en sorte que la vérité éclate, sinon vous ne quitterez jamais cette maison. » L'image de la jeune fille disparut, la pièce reprit son aspect normal. Mais le placard restait ouvert, le matelas taché toujours là, trop réel pour être le fruit de l'imagination. À ce moment-là, Claire a compris. La famille Moreau avait sacrifié bien plus que sa réputation. Il avait sacrifié un enfant vivant. Et la chambre a exigé justice. Le chemin du retour avait disparu. Désormais, il ne restait que la vérité, ou la damnation. Claire quitta lentement la pièce. Chaque pas dans le couloir semblait scruté par des dizaines d'yeux invisibles. La maison n'était plus seulement un lieu ancien et silencieux. Elle était désormais une entité vivante, éveillée et exigeante. Au rez-de-chaussée, Madame Lefebvre attendait au pied de l'escalier. Ses yeux n'étaient plus vides. Ils étaient fatigués, vieillis, emplis de culpabilité. « Vous avez vu ?» dit la gouvernante. Ce n'était pas une question. Claire descendit les dernières marches. Pourquoi personne n'a rien fait? Madame Lefebvre prit une profonde inspiration. Parce qu'à l'époque, le nom Moreau était synonyme de pouvoir. La jeune fille était née avec un tempérament particulier. Henri craignait le scandale. Sa mère tenta de la protéger, mais finalement, elle obéit à son mari. Je suis restée, j'ai tout entendu, chaque jour, jusqu'au silence final. Elle n'est pas morte, dit Claire. Elle est piégée ici. La gouvernante ferma les yeux, comme si une vieille douleur la hantait. La maison l'a donc maintenue en vie. La cloche de bronze sonna de nouveau toute seule. « Père maître !» Les lumières du manoir s'éteignirent instantanément. Puis elles se rallumèrent, faiblement. Une vibration parcourut le sol, comme le passage d'un métro. De la poussière tomba du plafond. Un vieux portrait se détacha du mur et se brisa sur le sol. C'était un portrait d'Henri Moreau. Les éclats de verre découpèrent son visage en fragments. Claire comprit que le manoir réagissait à la conversation, à la vérité. « Que se passera-t-il si je pars ?» demanda-t-il. Madame Lefebvre secoua lentement la tête. « Tu ne partiras pas. La maison ne le permettra pas. Pas avant que l'histoire d'Élodie ne soit révélée au monde entier. La propriété t'appartient désormais. Et le fardeau aussi. » Cette nuit-là, Claire tenta de partir. Elle monta dans la voiture, tourna la clé. Le moteur cala aussitôt, elle réessaya. Rien. Il prit son téléphone portable. Pas de signal, pas de réseau. Comme si Montclair n'existait pas sur la carte moderne. À l'intérieur du manoir, des portes se mirent à claquer. Des pas précipités résonnèrent dans les couloirs. Un cri d'enfant retentit de toutes parts. Madame Lefebvre ferma tous les rideaux. « Ne la combattez pas, dit-il, sinon la maison se battra contre vous. » Claire retourna dans la chambre. Elle s'assit sur le lit. La clochette était sur l'oreiller, vibrant doucement comme un cœur vivant. Elle a enfin compris. Élodie ne voulait pas se venger. Elle voulait se faire entendre. Elle voulait que le monde sache qu'elle existait. Et jusqu'à ce que cela arrive, Montclair serait sa prison et son héritage. Claire resta 3 jours sans quitter le manoir. Non par choix, mais parce que chaque tentative d'évasion se terminait de la même façon. Des portes qui se verrouillaient d'elles-mêmes, des couloirs qui paraissaient interminables, des escaliers qui la ramenaient toujours au même point. La maison semblait jouer avec elle, comme si elle doublait l'espace. La 3e nuit, Claire cessa de lutter contre le labyrinthe et décida de se battre pour la compréhension. Elle apporta le carnet d'Élodie au bureau de son père. Elle le posa sur le bureau, à côté de documents, de photos et d'archives municipales. Elle passa des heures à tout organiser, à établir une chronologie, à relier les faits que sa famille avait tenté d'effacer. Il s'est alors rendu compte que raconter l'histoire ne suffisait pas. Il devait le prouver. Au fond de la bibliothèque, il trouva le coffre-fort encastré qui avait toujours été là. Instinctivement, il composa la combinaison, sa date de naissance. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de vieilles cassettes audio, un enregistreur portable et une enveloppe scellée. À l'intérieur de l'enveloppe, une lettre de sa mère. « Si vous lisez ceci, c'est que nous avons échoué. Nous avons essayé de sauver Élodie, mais nous étions trop faibles.
Son père craignait le monde. J'avais peur de le perdre. Pas de finale. Je les ai tous perdus. Si la maison parle encore, écoutez-la. Et faire ce que nous n'avons pas eu le courage de faire. Claire ferma les yeux, absorbant chaque mot. Cette nuit-là, il installa l'enregistreur dans la chambre d'Élodie. Il s'assit par terre et attendit. Pendant des heures, rien ne se produisit. Puis, l'air se refroidit. Le miroir s'embua. La jeune fille réapparut. Cette fois, Claire n'a pas reculé. « Dis-moi tout, » dit-il. « Je t'écouterai. Le monde t'écoutera. » Élodie s'approcha de l'enregistreur et commença à parler. Sa voix était claire, humaine, empreinte de tristesse. Elle raconta ses journées enfermées. La sonnette utilisée comme instrument de contrôle, les médecins payés pour déclarer des traitements inexistants, sa mère pleurant en cachette. Une fois l'enregistrement terminé, l'enregistreur a continué de fonctionner tout seul pendant quelques secondes. Puis il s'est arrêté. La cloche émit un bref son, « Permettre ». Et pour la première fois, la maison était complètement silencieuse. Non pas un silence menaçant, mais un silence de soulagement. Le lendemain, le téléphone portable de Claire captait à nouveau. La voiture démarra normalement. La portière avant s'ouvrit sans difficulté. Le manoir ne la retenait plus prisonnière. Mais désormais, Claire était différente. Elle n'était plus l'héritière d'un secret. Elle était la gardienne d'une vérité, et elle savait que l'étape la plus difficile restait à venir. Affronter le monde des vivants. Claire quitta le manoir à l'aube. Pour la première fois, le portail en fer s'ouvrit sans grincer, comme pour approuver sa décision. La route menant au village lui parut plus courte qu'auparavant. Le monde extérieur lui semblait trop bruyant, trop vivant. Elle s'est rendue directement au poste de police régionale. Elle y est entrée avec le carnet d'Élodie, les enregistrements et les documents officiels. L'agent à l'accueil l'a regardée avec surprise lorsqu'elle a prononcé le nom de Moreau. Quelques heures plus tard, un enquêteur écouta les enregistrements. Son visage se transforma lentement, passant du scepticisme à un profond malaise. « Ces faits sont prescrits », a-t-il finalement déclaré. « Juridiquement, il est impossible de rouvrir le dossier. » Claire prit une profonde inspiration. « Alors ce ne sera plus une affaire policière, ce sera une affaire publique. » Dans les jours qui suivirent, Claire envoya des copies des enregistrements à des journalistes d'investigation, des organisations de défense des droits humains et des archives historiques. L'histoire de la fillette disparue commença à circuler. D'abord comme une rumeur, puis comme une accusation, et enfin à la une des journaux nationaux. Sombre héritage, la famille Moreau accusée d'avoir séquestré un enfant dans un manoir isolé. La pression s'intensifiait. Le village de Saint-Armand était envahi par les journalistes. Les habitants, jusque-là silencieux, commencèrent à parler. Des médecins retraités furent identifiés. D'anciens employés témoignèrent. Le scénario secondaire du silence collectif a finalement éclaté. Mais un événement inattendu s'est produit. La troisième nuit suivant la publication de l'article, Claire a reçu un appel anonyme. « Arrêtez », dit une voix masculine. « Certaines vérités doivent rester enfouies. Vous ne savez pas qui protège encore le nom de Moreau. » La communication a été coupée. Le lendemain matin, les archives de la mairie de Saint-Armand prirent feu. Tous les documents originaux disparurent. L'enquêteur qui avait écouté les enregistrements a été victime d'un accident de voiture. Il a survécu, mais est tombé dans le coma. Le message était clair. Des forces encore actives tentaient une fois de plus de mettre fin à l'histoire. Claire retourna au manoir Montclair. Non par peur, mais par certitude. L'affrontement final n'aurait pas lieu avec des fantômes, mais avec les vivants qui avaient à garder le secret. En entrant dans le hall principal, la clochette dans sa poche vibra légèrement. Permettre. Élodie était là. Elle attendait. Prête. Le point culminant approchait. Et cette fois, personne n'a pu effacer la vérité. Le manoir semblait figé dans le temps, comme une vieille photographie. Le vent faisait claquer les arbres contre les fenêtres, tels des doigts insistants cherchant à entrer. Claire resta seule dans le hall principal, tenant la cloche de bronze. L'électricité était coupée, seules les bougies éclairèrent la pièce.
projetant des ombres déformées sur les portraits de famille. Puis la porte extérieure s'ouvrit violemment. Les phares des voitures transperçaient les vitraux. Des portières claquèrent, des pas fermes résonnèrent sur le gravier. Des hommes entrèrent dans la demeure. 3 d'entre eux, tous vêtus de costumes sombres. L'un portait une mallette en cuir, un autre, une boîte en métal. Le troisième tenait un pistolet. « Mademoiselle Moreau, dit l'homme à la mallette, vous avez divulgué des informations qui ne vous appartiennent pas. Nous sommes venus corriger cette erreur. » Claire n'a pas bougé. « L'erreur a commencé il y a 20 ans, a-t-elle répondu. Je n'ai fait qu'enlever le voile. » L'homme fit un geste. Celui qui portait la boîte métallique l'ouvrit, révélant du matériel d'enregistrement et des incinérateurs portables. « Nous allons tout détruire, a-t-il dit. Les enregistrements, les documents. Et vous partirez d'ici, vous signerez un accord de confidentialité et vous continuerez à vivre confortablement, comme votre famille l'a toujours fait. » L'homme armé s'avança, « Ou vous resterez ici pour toujours. » À ce moment-là, la cloche émit un son long et puissant. Télélélin. Les bougies s'éteignirent, les portes se refermèrent d'elles-mêmes, le vent cessa, le manoir sombra dans l'obscurité totale, une douce lumière apparut en haut de l'escalier. Élodie. Mais désormais, elle n'était plus une simple enfant. Sa présence emplissait tout l'espace. L'air vibrait autour d'elle. Ses mains portaient encore les marques des chaînes. Ses yeux brillaient d'une force surnaturelle. Les hommes ont battu en retraite. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria celui qui avait le pistolet. La voix d'Élodie résonnait dans toute la maison, riche et profonde, impossible à ignorer. « J'ai été réduit au silence. J'étais caché, j'ai été sacrifié. » Les murs tremblèrent. Les portraits de la famille Moreau tombèrent et se brisèrent. De petites fissures apparurent dans le sol. L'homme à la mallette tenta de courir vers la porte. Elle ne s'ouvrit pas. L'autre essaya de briser une vitre. Le verre devint aussi solide que de la pierre. Claire se dirigea vers le centre du hall. « Je ne suis plus seule, a-t-elle déclaré. La vérité ne peut plus être enterrée. » Élodie tendit la main vers Claire. La clochette flotta d'elle-même et s'arrêta entre elles. Elle se brisa en deux, libérant un dernier son, pur libérateur. Permettre. Silence absolu. Lorsque les lumières de secours se sont rallumées, les hommes gisaient au sol, vivants mais incapables de bouger. Leurs cheveux étaient devenus blancs. Leurs yeux fixaient le vide. La porte principale s'est ouverte toute seule. Claire s'approcha d'Élodie. « Vous êtes libre, dit-il. » La jeune fille sourit pour la première fois. « Maintenant, tout le monde saura que j'ai existé. » Son image commença à s'estomper, se dissolvant en particules lumineuses qui s'élevèrent à travers le plafond et se répandirent dans toute la demeure. Le vent s'est remis, la pluie a cessé. La maison respirait, non pas comme une prison, mais comme un mémorial. Claire sortit par la porte d'entrée sans se retourner. Le point culminant était terminé. La justice commençait. Le soleil se leva sur Montclair après de nombreuses années sans l'avoir véritablement illuminé. Pour la première fois, les fenêtres reflétaient le bleu du ciel au lieu de l'obscurité. Le lierre sur les murs semblait moins étouffant, comme s'il avait perdu de sa vigueur. Dans le village de Saint-Armand, la nouvelle se répandit rapidement après la nuit de la tempête. 3 hommes furent retrouvés en état de choc à l'intérieur du manoir. Aucun d'eux ne pouvait parler de ce qu'il avait vu. Il répétait seulement une phrase décousue. « La fille, la fille !» L'enquête officielle a finalement débuté. Faute de documents à la mairie, les journalistes ont présenté des copies numériques envoyées par Claire. D'anciens médecins ont été appelés à témoigner. Des employés retraités ont reconnu avoir versé des sommes illégales. La réputation de la famille Moreau s'est effondrée aux yeux des médias nationaux. Le nom qui inspirait jadis le respect en est venu à représenter la honte. Madame Lefebvre quitta le manoir en silence. Avant de partir, elle tendit à Claire une petite clé en fer. « Élodie a toujours voulu que quelqu'un ouvre ça », a-t-elle déclaré. La clé appartenait à la boîte enchaînée au piano. Claire l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva des dessins d'enfants, un soleil, des arbres, une fillette tenant la main d'une autre femme. Dans le coin de chaque dessin, la même phrase « Je veux vivre à l'étranger ». Claire a présenté les dessins à la presse.
Ils ont été publiés avec le récit. Toute la France a alors découvert le visage et les rêves de l'enfant qui n'avait jamais eu d'enfance. Sans Élodie, le manoir changea. Les couloirs ne se repliaient plus sur eux-mêmes. Les portes ne se fermaient plus toutes seules. Le silence ne pesait plus sur le lieu. C'était enfin une simple maison, vide, ancienne, mais libre. Claire décida de ne pas vendre Montclair. Elle transforma la propriété en un mémorial dédié aux enfants victimes de maltraitance institutionnelle. Des psychologues, des travailleurs sociaux et des chercheurs commencèrent à fréquenter les lieux. Le passé servait désormais d'avertissement. L'héritage de la famille Moreau avait été réécrit. Ce n'est plus celle d'une puissante dynastie, mais celle d'une vérité révélée, et Claire, arrivée en héritière d'un secret, est repartie en gardienne de la mémoire d'Élodie. L'histoire de cette jeune fille n'a jamais été oubliée. 5 ans plus tard, des enfants jouaient dans le jardin de Montclair. Leur rire résonnait là où régnait autrefois un silence pesant. L'ancienne pièce interdite était devenue une salle de lecture, baignée de lumière et de couleurs. Au mur, encadré, était accroché un dessin d'enfant, une fillette souriant sous un soleil jaune. Les visiteurs qui ont traversé le manoir ont dit avoir ressenti une paix inexplicable en y entrant. Certains ont affirmé entendre parfois une cloche sonner doucement au loin, non pas comme un avertissement, mais comme un rappel, permettre. En haut des escaliers, un bref instant, la silhouette d'une jeune fille observa la scène, puis elle disparut, satisfaite. L'histoire d'Élodie Moreau ne serait jamais oubliée, et Montclair avait enfin trouvé la rédemption. Des histoires comme celle d'Élodie Moreau nous rappellent que certains silences dissimulent des vérités qu'il n'aurait jamais fallu taire. Parfois, les plus grands fantômes ne sont pas des esprits, mais des secrets enfouis depuis des générations. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Aidez-nous à faire entendre la voix d'autres personnes oubliées. Laissez un commentaire sur ce que vous avez ressenti en découvrant le destin d'Élodie. Et dites-nous si vous croyez que certaines maisons recèlent des souvenirs qui ne s'effacent jamais vraiment. Abonnez-vous pour suivre de nouvelles histoires où mystère, émotion et vérité se côtoient. Et maintenant, dites-moi, d'où lisez-vous cette histoire? La prochaine pourrait commencer là où vous êtes.